Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce lundi, l'interview qui ébranle la monarchie britannique. Dans un entretien à la télévision américaine, Meghan Markle et Harry, petit-fils de la reine d'Angleterre, s'en prennent à la famille royale qui serait selon eux insensible, jalouse et même raciste. Les hôpitaux d'Île-de-France sont-ils submergés par la pandémie? L'Agence régionale de santé vient de donner l'ordre de déprogrammer 40% des opérations prévues pour libérer des lits et des soignants. La journée internationale des droits des femmes, au-delà des mots, y a-t-il des progrès? En France, des professions jusque-là très masculines commencent à s'ouvrir. Portrait d'une commissaire de police en Seine-Saint-Denis dans quelques minutes. Dans ce journal également, ils font partie des grands gagnants de la crise sanitaire. Les ventes de canapés ont augmenté de 30% depuis le premier confinement. Nos conseils pour faire le bon choix. Enfin, nous étancherons notre soif d'évasion en partant au Pays Basque. Le village de Mundaka est à la fois une réserve de la biosphère, un extraordinaire site de surf et le décor facilement reconnaissable d'une série télévisée mondialement connue. Avant de développer tous ces titres, revenons quelques mois en arrière. Le 16 octobre dernier, Samuel Paty était assassiné par un terroriste islamiste. À l'origine de ce drame, les déclarations d'une collégienne qui avait accusé ce professeur d'islamophobie. On le sait maintenant officiellement, l'adolescente de 13 ans avait menti. Elle n'avait pas assisté au cours, mais avait raconté cette scène imaginaire à son père, qui s'est ensuite déchaîné sur les réseaux sociaux. Annie Bazard et Henri Dreyfus. Devant le collège du Bois d'Aulne, 5 mois après la mort de Samuel Paty, la révélation des aveux de la collégienne ravive la colère des élèves et de leurs parents. Il n'y a pas de mots, c'est trop triste en fait. Monsieur Paty n'est plus là pour un mensonge. Donc c'est vrai que ça fait mal au cœur et ça n'aurait jamais dû arriver. Je trouve que c'est très grave, c'est pas tolérable. Moi je suis écœuré de voir ça, je dis c'est pas possible. Hein. Tout ça pour pas se faire houspiller par son père. La collégienne avait déclaré avoir participé au cours de Samuel Paty. C'est elle qui avait affirmé que le professeur avait demandé aux musulmans de quitter la classe avant de montrer les caricatures de Charlie Hebdo. Mais quelques semaines plus tard, elle revient sur ses aveux, comme le prouve cet extrait de son procès-verbal rédigé par les enquêteurs de la DGSI. Est-ce que tu n'oses pas modifier tes déclarations pour ne pas décevoir ta famille? J'ai menti sur un truc. Je n'étais pas là le jour des caricatures. Aujourd'hui, elle explique avoir menti pour ne pas dire à son père qu'elle avait été exclue de ce cours et pour ne pas être déconsidérée par rapport à sa sœur, meilleure élève qu'elle. Selon son avocat, elle n'avait pas mesuré les conséquences d'un tel acte. Elle a été prise dans un engrenage, prise dans une accélération d'événements qui l'a contrainte et qui l'a empêchée de dire réellement ce qui s'est passé. Un mensonge qui avait motivé son père à diffuser cette vidéo sur Internet et qui a conduit cet homme, Abdullah Ranzorov, le terroriste de 18 ans, à assassiner Samuel Paty le 16 octobre dernier. Aujourd'hui, l'adolescente âgée de 13 ans est mise en examen pour dénonciation calomnieuse. Menacée de mort, elle reste scolarisée, mais elle a dû déménager, loin de Conflans-Sainte-Honorine. Dans l'actualité, également un très violent affrontement entre lycéens a eu lieu cet après-midi à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. 2 adolescents ont été grièvement blessés à l'arme blanche, l'un d'entre eux étant en urgence absolue. 4 suspects ont été interpellés ce soir. Il s'agirait d'un affrontement entre bandes rivales. Je vous en parlais en titre, c'est sans doute une interview qui fera date. Les réponses du prince Harry et de sa femme Meghan Markle aux questions de la star de la télévision américaine Oprah Winfrey ont fait le tour de la planète en quelques heures. Elle lève le voile sur la vie quotidienne et l'état d'esprit au sein de la famille royale britannique. Alix Van P et Valérie Belgrand-Barbier. Santa Barbara, Californie. Le cadre est idyllique, mais l'interview explosive. Meghan Markle raconte pourquoi elle est partie. Je savais que si je n'en parlais pas, je serais passée à l'acte. Je ne voulais plus être en vie. En 2 heures d'entretien avec la star des présentatrices américaines Oprah Winfrey, Meghan Markle ne retient pas ses coups. Elle accuse la famille royale de racisme envers son fils, Archie. On nous a dit qu'il n'aurait pas droit à une sécurité, qu'il n'aurait pas de titre. Il y a aussi eu des conversations pour savoir à quel point sa peau serait foncée lorsqu'il naîtrait. Quoi ?
Tout aussi virulent que son épouse, le prince Harry justifie son départ de Buckingham en quelques mots. Je n'avais pas assez de soutien, pas assez de compréhension. Depuis près d'1 an, le duc de Sussex a quitté la monarchie anglaise. En pleine querelle familiale, Harry s'en prend à l'institution qui, selon lui, détruit sa famille. Mon frère et mon père, ils sont prisonniers, ils ne réussiront pas à s'échapper. J'ai beaucoup de compassion pour eux. Le grand déballage ne s'arrête pas là. Le prince Harry et son épouse racontent même qu'ils s'étaient mariés 3 jours avant cette représentation officielle. Une seule exception dans la salve d'attaque, la reine. Avez-vous menti à la reine? Non, je ne lui ai jamais menti. J'ai trop de respect pour elle. L'interview a été vendue au moins 7 millions de dollars à la chaîne américaine CBS. Meghan et Harry le promettent, ils n'ont pas été payés pour y participer. Ces accusations portées par Meghan Markle et certaines phrases prononcées dans cette interview par Harry, petit-fils de la reine, ont suscité de nombreuses réactions au Royaume-Uni. Il y a 26 ans, une interview restée célèbre de Diana à la télévision britannique avait créé un choc considérable. Qu'en sera-t-il cette fois? À Londres, Élise Stern et Lucie Barbazange. Des confessions, loin de remporter l'adhésion. Pour ce chauffeur de taxi, Meghan est allée trop loin. Moi, je me sens désolé pour Harry, car elle veut tout contrôler. Meghan s'est sans doute sentie submergée en rejoignant cette institution. Alors que l'Angleterre entame aujourd'hui son déconfinement avec la réouverture des écoles, c'est pourtant bien cette interview qui fait l'actualité. Les tabloïds britanniques insistent sur cette relation qui semble désormais irréparable entre le couple et le reste de la famille royale. Combat, honte, l'otage Harry. Face à ces mots très durs, certains prennent la défense du couple. Je suis désolée pour eux. Je pense que les gens devraient juste les laisser tranquilles, les laisser vivre leur vie et arrêter de les juger. Buckingham se mure dans le silence et résiste pour l'instant à la pression médiatique. Hier, quelques heures seulement avant la diffusion de l'interview, la famille royale a affiché son unité autour de la reine, sans un mot pour Harry et Meghan. La monarchie touchée, mais pas coulée selon cette experte royale. Cela risque d'être dommageable, notamment les allégations de commentaires racistes. Mais je pense aussi qu'il y a un réel manque de détails concernant ces commentaires. Pragmatiques, certains londoniens relativisent cette crise. La famille royale a connu bien pire. Diana, c'était vraiment énorme, plus que cela. Mais le feuilleton Meghan et Harry n'est pas fini. L'interview va être diffusée ce soir sur les chaînes anglaises. Les médias se demandent si cela pourrait décider la famille royale à rendre les coups reçus. Interview qui sera également diffusée en intégralité. Cette interview accordée à Oprah Winfrey sera donc en intégralité diffusée sur TMC ce soir. Rendez-vous à 21h15 sur le canal 10 naturellement. En France, voici une consigne ou plutôt un ordre ferme donné par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France qui rappelle les heures sombres du début de la pandémie lorsque les hôpitaux étaient totalement submergés. Les autorités sanitaires ordonnent donc aux hôpitaux et aux cliniques de déprogrammer 40% de leurs opérations pour libérer des lits et du personnel. Yann Nevin, Laurent Delsol et Bichente Akala. Réunion d'urgence cet après-midi entre 2 chefs de service. Bon, on recommence la déprogrammation. Et quel niveau? Est-ce que ça va être un gros... Environ 40%, c'est le seul moyen de libérer des moyens. Ici, à l'hôpital Foch de Suresnes, comme dans toute l'Île-de-France, 40% des opérations vont être reportées. La région est passée d'une situation d'alerte à celle de tension maximale. La courbe des personnes admises en réanimation ne cesse de monter depuis 2 mois. Elles sont 964 aujourd'hui sur une capacité de 1200 lits en région parisienne. La déprogrammation était inévitable pour ce réanimateur. Les patients Covid demandent une charge de soins qui est plus importante, notamment en raison des mesures de précaution d'hygiène. Et donc, le seul moyen d'arriver à maintenir la qualité des soins, c'est de redéployer les moyens, c'est-à-dire prendre du personnel qui travaille normalement dans les salles de réveil, par exemple, pour travailler dans les services de réanimation. Ces mesures ne se limitent pas à l'Île-de-France. De 30 à 40% de reports à Dunkerque ou encore en région PACA. La raison ? Ce soir, 3849 patients sont en réanimation, le plus haut niveau en France depuis fin novembre.
Alors quelles opérations sont concernées? La chirurgie esthétique, orthopédique, plus généralement celle où le pronostic vital du patient n'est pas engagé. Pour les autres, les médecins doivent parfois faire des choix. C'est parfois facile lorsqu'il s'agit d'une intervention urgente ou d'une intervention comme la cancérologie par exemple. Mais lorsqu'il s'agit d'une pathologie fonctionnelle, se pose la question de l'aggravation de la pathologie. Est-ce qu'il peut y avoir une complication, une infection? Cette nouvelle réorganisation complique encore le travail du personnel soignant. La déprogrammation génère aussi plus d'inquiétudes pour de nombreux Français qui doivent prochainement être opérés. C'est peut-être l'une des pistes qui nous permettra de mener à nouveau une vie presque normale. Les autotests dont le résultat est connu en 15 minutes ne sont pas encore autorisés en France, contrairement aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à l'Autriche et à l'Allemagne, où ils étaient même vendus ces derniers jours en supermarché avant qu'ils soient en rupture de stock. Comment fonctionnent ces tests? Sont-ils fiables? Combien coûtent-ils? Caroline Bell et Pascal Marcelin. Le geste paraît enfantin. 6 gouttes d'un réactif à mettre dans ce tube et un simple prélèvement dans le nez. Tourner l'écouvillon une dizaine de fois. On allie ici un test de grande performance qui, en essai clinique, montre des résultats supérieurs à 97%, mais aussi un test de rapidité puisqu'on a un résultat en 20 minutes. Des autotests adoptés il y a quelques jours par la Suisse, la Slovénie, l'Autriche. En Grande-Bretagne, ils accompagnent depuis aujourd'hui le retour à l'école des enfants. En Allemagne, mis en vente ce week-end dans les grandes surfaces, ils ont remporté un tel succès que les rayons se sont vidés en 24 heures. Outre-Rhin, les avis sont pourtant partagés. Oui, c'est utile, bien sûr. Pourquoi? Mais pour que tout le monde se sente en sécurité, naturellement. Je n'achèterai sans doute pas ces tests. Les faire soi-même me paraît peu efficace. Il faut faire l'examen correctement, bien placer l'écouvillon. Je laisserai plutôt faire un professionnel. Ces autotests ne sont pas encore autorisés en France. Mais à la Haute Autorité de Santé, le dossier est à l'étude. Un avis sera rendu avant la fin mars. Il va falloir que nous répondions effectivement d'une part à des questions de performance vis-à-vis de ces autotests, et également de modalités d'utilisation, dans quelles indications médicales, éventuellement dans quelles indications plus sociétales, on va pouvoir utiliser ces autotests de manière complémentaire à ce qui existe déjà. Pour vérifier que ces tests soient correctement réalisés et donner des conseils pratiques aux personnes qui se découvriraient positives, les fabricants sont en train d'élaborer une application à télécharger. Elle permettra aussi d'assurer une traçabilité et pourquoi pas un retour plus rapide dans les restaurants, les théâtres ou les lieux publics. Chez nos voisins italiens, l'épidémie a franchi un cap aujourd'hui. 100 000 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie il y a un an. La région la plus touchée est la Lombardie, le poumon économique du pays, avec près de 30 000 morts. En France, la campagne vaccinale a connu ce week-end un coup d'accélérateur. 580 000 personnes vaccinées depuis vendredi, mais cela ne va pas durer, faute de doses disponibles. La plupart des centres, des vaccinodromes donc, vont fermer. Seuls quelques-uns continuent à fonctionner. Vous le voyez sur ces images tournées par nos équipes aujourd'hui à Biarritz. Toujours à propos de vaccins, rappelez-vous, c'était il y a un mois. Emmanuel Macron s'était engagé à ce que 80% des résidents d'EHPAD, ceux qu'il souhaite, soient vaccinés, soit 500 000 personnes. Cet engagement a-t-il été tenu? Que disent les chiffres? François-Xavier Ménage et Olivier Cresta sont allés vérifier. C'est la première campagne de vaccination en France. Début janvier dans les EHPAD, 700 000 résidents, des doses prioritaires. Les caméras sont invitées à filmer. La campagne démarre sur les chapeaux de roue. Le Premier ministre fait même une promesse à la population des EHPAD. Elle sera totalement protégée d'ici le début du mois de mars, à l'issue des deuxièmes injections. Tous les résidents d'EHPAD vaccinés début mars. Pour vérifier, nous allons prendre la route du Sud, direction la Côte d'Azur. On est ici dans les Alpes-Maritimes, un des départements où le virus circule le plus, là aussi où il y a la plus forte proportion de personnes âgées. Et on a rendez-vous dans un EHPAD, ici même à Cannes. La résidence en question est rattachée à l'hôpital de la ville. Nous enfilons une blouse de protection, mais le personnel médical nous rassure. Ici, tous les résidents ont déjà été vaccinés 2 fois et sans hésiter. Vu mon âge, 80 ans, je vais rentrer dans ma 80e année. Qu'est-ce que je risque? Je comprends même pas que les gens hésitent
On ne risque pas grand-chose. Il faut foncer dans la vie, toujours. Aller vite, c'est justement ce qu'a voulu faire la direction. Le 3 février dernier, la campagne de vaccination était déjà terminée. On parle beaucoup des jeunes actuellement en ce moment qui se sacrifient pour les plus âgés. Il ne faut pas non plus oublier qu'un an de vie, quand on a 80 ans, c'est aussi excessivement précieux. Pas de pénurie de vaccins ici, les EHPAD étant prioritaires pour toutes les doses fournies. On n'a pas souffert effectivement d'un problème d'approvisionnement. Et finalement, cet approvisionnement au fil de l'eau nous a rendu service. Au départ, le vaccin fait peur à certaines familles. Le médecin convaincu des bienfaits va décrocher lui-même son téléphone. L'infirmière, le soignant, ça ne passe pas. Il faut que ce soit le médecin même chef de service qui téléphone. Il faut qu'il y ait une espèce de poids symbolique fort et qu'on arrive à convaincre. Avec des arguments qui étaient de véritables arguments. On n'était pas dans la pensée magique, on était dans du scientifique. On résume, cet EHPAD est donc en avance sur le calendrier du gouvernement et il y a eu très peu de réfractaires. Mais dans le reste de l'Hexagone, quel bilan ? Nous avons rendez-vous avec l'association qui regroupe les directeurs d'EHPAD et leur dernier relevé confirme que tous ceux qui le souhaitent ont été vaccinés. Alors votre association donne le chiffre de 80% de résidents dans les EHPAD qui ont donc été vaccinés, première, deuxième piqûre. Quels sont ceux qui ne l'ont pas été alors ? Parmi les 20%, il y a un tout petit pourcentage de résidents qui avaient des contre-indications, mais il y en a vraiment très peu. Les autres, ce sont des personnes âgées qui n'ont pas souhaité être vaccinées par choix. Par peur ? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe ? Parce que... Oui, sans doute par un peu d'inquiétude, un peu d'interrogation, mais vous voyez que c'est une très faible partie. Et je pense qu'en allant dans le temps, il y a de plus en plus de résidents qui se feront vacciner parce qu'ils en verront les avantages, notamment en termes de liberté. Les résidents des EHPAD vaccinés se posent maintenant la question des autres personnes âgées de plus de 75 ans. Nous sommes en Seine-Saint-Denis, où les plus vulnérables, s'ils ne résident pas dans les EHPAD, ont parfois bien du mal à se faire vacciner. C'est ce que déplorent les dirigeants du département le plus pauvre de l'Hexagone. Monsieur le Président, on a regardé les chiffres. Vous avez 83 000 personnes de plus de 75 ans dans le département, dont 6 000 qui résident dans les EHPAD. Donc qu'est-ce qu'on fait pour vacciner tous les autres ? Quand est-ce que ce sera acté, cette vaccination ? D'abord, il faut plus de vaccins. Il faut plus de lieux de vaccination. Il faut aller vers les populations en plus grande proximité pour qu'il y ait des lieux à proximité de chez elles qui leur permettent d'obtenir facilement un rendez-vous. C'est comme ça qu'on gagnera la bataille de la vaccination. Stein, 40 000 habitants, aucun centre de vaccination. Le département a donc décidé d'affréter un bus qui se rend là où les besoins sont les plus criants. Surtout quand on n'a ni internet pour s'inscrire en ligne, ni moyen de transport pour se rendre dans les communes voisines où l'on vaccine au compte-gouttes. Il y a une fracture forcément, une inégalité par rapport à l'accès. C'est vrai que ceux qui savent mieux se démerder, évidemment, ils passent en premier. Cette résidence, qui n'est pas un EHPAD, peut donc aujourd'hui offrir un vaccin à 18 personnes âgées, dont Christiane, qui, à force d'attendre, n'y croyait plus vraiment. Quand on a su qu'ici, ils allaient faire quelque chose pour nous, moi, je me suis inscrite tout de suite parce que j'avais peur d'attraper le Covid. Posez comme ça, restez juste détendu. En France, à l'heure actuelle, un Français sur 3 en moyenne âgé de plus de 75 ans a reçu au moins une première dose de vaccin. Pour les autres, les listes d'attente s'étirent encore sur plusieurs semaines. Et c'est aujourd'hui, 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Depuis 3 ans, le ministère du Travail publie un index sur l'égalité entre hommes et femmes dans l'entreprise. Il progresse légèrement d'année en année, mais de façon inégale d'un secteur ou d'une entreprise à l'autre. Quels sont les bons et les moins bons élèves ? Explication Elena Despaturo, Olivier S. et Olivier Cresta. Bonjour, ça va ? Bonjour Caroline. Depuis 26 ans, d'un pas décidé, Sylvie Cazenave plaide pour la parité au travail. Et en la matière, cette dirigeante est une bonne élève. 98 points sur 100 à l'index de l'égalité en entreprise. Faible écart de salaire, femme à des postes clés, autant de critères qui ont fait grimper sa note. On avait mis en œuvre ce score-là avant que ce soit obligatoire. Toutes les installations des machines que vous avez vues ont été pilotées par une femme. L'usine est dirigée par une femme, les process de production, et ça se passe très bien. Une bonne élève qui fait encore figure d'exception. Si des progrès sont observés, seuls 2% des entreprises ont obtenu la note maximale de 100 points cette année. La plupart sont à la traîne concernant les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Autre indicateur non respecté par plus de 3000 entreprises, les augmentations au retour d'un congé maternité.
Il n'y a pas de raison pour qu'une femme soit moins payée qu'un homme. Enfin, on est en 2021, on n'est plus au Moyen-Âge, quoi. Salaire égal, on n'y est pas. Il manque encore des femmes dans des postes clés, évidemment. Il y a encore, bien sûr, des choses à faire, mais on se rapproche. Et ça, c'est le point positif. Les entreprises ayant obtenu moins de 75 points sur 100 ont 3 ans pour corriger ces retards, sous peine désormais de sanctions financières. Preuve qu'il n'existe pas de bastion imprenable, les femmes représentent 25% des commissaires de police en France. Elles n'étaient que 16% il y a 15 ans. Nous avons rencontré l'une de ces femmes commissaires, elle a 25 ans, fraîchement diplômée, et pour son tout premier poste, elle a choisi un commissariat de Seine-Saint-Denis. Son portrait signé Mickaël Guilleux et Philippe Véron. Aujourd'hui, interpellation de 6 objectifs simultanément dans le cadre d'une enquête préliminaire pour trafic d'héroïne. Être la plus précise possible. Calme. La commissaire Clara Troalen est à 2 heures d'une opération antidrogue préparée par ses équipes depuis 6 mois. Je veux surtout que ce soit clair pour qu'ils puissent travailler en sécurité. Les enquêtes, ils savent les faire. Ils n'ont pas besoin de moi, surtout qu'ils ont plus d'expérience que moi. Donc c'est plutôt l'organisation pour qu'ils puissent arriver en sécurité avec mon père. Oui, Nicolas. Sortie de l'école des commissaires de police l'année dernière, elle voulait venir à Saint-Denis pour ce genre d'opération sensible. Ce matin, une 50aine de policiers sont mobilisés. À 25 ans, vous gardez le véhicule, patronne ? C'est bien elle qui dirige. La confiance, ça vient avec le temps, je pense. C'est en travaillant ensemble, mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Après, la légitimité, c'est plus compliqué, surtout quand on n'a pas d'expérience. Et ça, c'est pas à moi de dire si j'ai gagné ou pas. Dans cet appartement, elle espère trouver l'homme à la tête du réseau. Le trafiquant sera arrêté dans une autre maison. Sa complice, en revanche, était bien sur place, elle est emmenée au poste. Situation délicate. Je vais venir t'attacher, bouge pas. Le fils de la suspecte était présent. Et comme ça, c'est plus en sécurité. Ouais. Ça doit être un peu quand même traumatisant de voir qu'on emmène ses parents. L'important, c'est qu'ils soient jamais tout seuls, qu'ils ne sentent pas qu'il y ait trop de pression. On arrête tous les méchants. Je peux voir? Non, tu vas pas voir. Est-ce qu'on arrête un peu à ce moment-là d'être commissaire? Non, on reste tout à fait ce qu'on est quand on est policier, comme pour tout travail. On continue à faire le boulot et à la fois on peut être très humain, si je puis dire. Le petit garçon sera placé provisoirement. Je vais aller voir. L'opération est un succès. Il y avait un truc, ça ressemble à des épices, on s'est dit on le prend quand même, on le testera. Non. Ça, il n'y avait pas d'odeur. Putain, mais alors du coup on a combien On a quasiment 2 kilos. Plus de 2 kilos d'héroïne saisie. La routine du commissariat reprend. Ça va? Elle commence toujours par le tour des bureaux. Ça me permet de voir tout le monde, voir ce qui est en cours, voir qui est en stress, pas en stress. Mais c'est ni plus ni moins que dire bonjour, dans un premier temps quand même. Bonjour, ça va? J'avais pas vu le bureau là, c'est pas mal en fait. Clara Troalen est étudiante à Sciences Po quand elle découvre la police au cours d'un stage. L'univers lui était inconnu. Elle est séduite par la vie des commissaires, entre enquête, encadrement et gestion des hommes. Aujourd'hui, elle dirige 102 policiers qu'elle doit guider, soutenir dans les moments compliqués et parfois recadrer. Il faut leur rappeler parfois le sens de la mission, l'existence de victimes derrière, parce que comme pour tout le monde, comme pour un médecin, j'imagine, parfois on oublie qu'on a des patients et que c'est pas juste un métier qu'on fait de manière un peu mécanique. Ce travail, la numéro 3 du commissariat ne le mène pas seule. Chaque matin, elle fait son rapport à la commissaire principale de Saint-Denis. Les échantillonnages, c'est fait, placement sous scellé, donc tout est bon. J'ai besoin de son avis, de ses conseils, de ses décisions qui vont parfois pas dans mon sens, mais qui me permettent d'évoluer au quotidien. Il y a forcément des moments difficiles, soit des dispositifs un peu compliqués, des scènes violentes auxquelles on assiste, voire on participe, entre guillemets. Le rôle d'un chef, c'est aussi de savoir dire à ceux avec lesquels il travaille qu'à un moment, il faut qu'il lève le pied, qu'il se préserve un petit peu. Son quotidien se joue aussi en dehors du commissariat. Clara Troalen est responsable d'un nouveau dispositif, un bureau de plainte pour femmes victimes de violences, délocalisé dans cette maison spécialisée. Ce matin-là, elle vient visiter les futurs locaux. On va acheter une table d'examen, côté médecine légale. Oui. Une des choses qui bloque les femmes, c'est d'aller au commissariat. Ça, pour elles, c'est une étape difficile. Rencontrer des policiers qu'on a adoubés,
elles ont confiance. C'est une nouvelle porte qu'on leur offre, mais évidemment la nôtre, elle est toujours ouverte, elle le sera toujours. Dans quelques années, elle devra transmettre ce projet à un successeur. C'est une obligation pour rester toujours alerte. Les commissaires doivent régulièrement changer de commissariat. La commissaire Clara Troalen qui a rejoint la première promotion d'Expertes à la Une, une initiative du groupe TF1 qui, pendant 1 an, va proposer à 15 femmes éminentes spécialistes dans leur domaine, la médecine, le droit, l'informatique, une formation à la prise de parole dans les médias. Une action qui permettra de renforcer la présence des femmes à la radio, à la télévision et notamment sur nos antennes. Nous vous parlions il y a quelques minutes de la crise sanitaire. Voici un secteur qui n'en a pas du tout souffert. La boulangerie, ou plutôt les boulangeries, il y en a 33 000 en France et elles cherchent à embaucher. 9 000 postes sont à pourvoir. Laszlo Gelabert, Alexandra Poupon et Tiffaine Leproux se sont levés aux aurores. Bonjour madame. À l'heure du déjeuner, c'est le coup de feu dans cette boulangerie. Pendant 2 heures, il faut servir sandwich, pâtisserie et baguettes à une centaine de clients. Le service du midi est assez intensif, ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Des semaines que cette responsable cherche un vendeur pour soulager ses équipes. Malgré plusieurs annonces sur Internet, c'est mission impossible. On fait des entretiens, mais c'est des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées dans le métier. Et nous, on demande quand même un minimum d'expérience dans la vente. Côté coulisses, cet artisan de 24 ans vient d'être recruté après un départ à la retraite. Mais le commerce est resté 2 mois sans boulanger. Le patron a donc dû mettre la main à la pâte et à la poche. La conséquence, c'est que c'est moi qui prends la boulangerie avec mes gars. Et les jours de repos peuvent sauter ou ça fait faire des heures supplémentaires. Du coup, des coûts supplémentaires. Dans cette autre boulangerie, pas de problème d'heures supplémentaires. Pour demain, il me faut 180 sandwichs. Ouais. Ok, 30 bagnas, ouais. 40 délices de chaque. Pour préparer 3000 baguettes chaque jour, les employés peuvent compter sur ces machines. De la diviseuse qui prépare les boules de pâte à la bonne taille, à la façonneuse qui donne forme aux baguettes, tout est fait pour faciliter le travail de ces artisans. Ces machines, elles sont révolutionnaires pour notre métier. On a moins mal au dos, on a moins de manipulation à faire, on façonne moins à la main, on gagne un temps énorme. Malgré la technologie, la technique est un passage obligé pour les 270 apprentis de cette école, formés ce jour-là au difficile art du tressage. Tu es gaucher, donc toi, tu vas pouvoir passer ton brin de ce côté-ci si tu es plus à l'aise. Tout ça, c'est très compliqué. Ça doit être entre 30 ou 40 cm. Tout doit être régulier. En début de carrière, un boulanger pourra gagner 1 400 € net par mois. La principale crainte des enseignants, que la passion ne suffise pas et que certains élèves, une fois formés, abandonnent face à la réalité du métier. Cette enquête à présent qui concerne notre santé, elle a été menée notamment par une équipe du CNRS. Elle concerne certaines crèmes solaires et anti-âge qui contiennent un ingrédient potentiellement dangereux. Avec le temps, cette substance se transforme. Quels sont ces risques et peut-on les éviter? Charles Divot, Corinne Chevreton et Thierry Valta. Elles sont souvent synonymes de départ en vacances. Les crèmes solaires, un incontournable au moment de préparer sa valise. Et quiconque a déjà eu un coup de soleil sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Problème, le tube dure souvent plus longtemps que vos vacances, alors que faire du reste? J'en mets pas tous les jours, donc quand j'en ai besoin, je l'utilise et j'utilise ce que j'ai, quoi. Tant que le tube n'est pas fini, je l'utilise. Je change chaque année. Hein. Vous achetez le, je sais pas, beau yaourt, il faut pas le manger l'an prochain. Hein. Et pour cause, comme tous les produits cosmétiques, les crèmes solaires ou anti-âge ont une date de péremption. 1 an en moyenne. Et la dépasser n'est pas une très bonne idée. En cause, la présence d'un composé chimique, l'octocrylène. Derrière ce nom savant se cache un filtre à UV inoffensif pour l'homme. Problème, avec le temps, le produit se transforme en un autre, au nom tout aussi compliqué, le benzophénone. Lui, plus dangereux à long terme. On est sur un mal invisible. Donc vous n'allez pas avoir de rougeur, vous n'allez pas avoir de réaction. Par contre, c'est à long terme, à l'usage, vous augmentez les risques de problèmes de santé, comme la reproduction, des problèmes de reproduction ou éventuellement des cancers. Mais alors, que faire? D'abord, triez votre armoire à pharmacie et jetez les crèmes périmées et se diriger vers des marques qui n'utilisent pas ces composants. Selon ce revendeur de cosmétiques, elles seront de plus en plus nombreuses. Les industriels, les marques vont devoir s'adapter. Donc je pense que c'est très positif ce genre d'études qui permettent de justement être beaucoup plus transparent, beaucoup plus clair sur ce qu'on se met sur la peau et ce qu'on utilise au quotidien. Des produits qui, par ailleurs, ne sont pas plus chers à l'achat.
Confinement, couvre-feu, télétravail, école à distance, les mois de crise sanitaire ont renvoyé un grand nombre d'entre nous à la maison. Le salon s'est transformé en bureau, il est même devenu l'épicentre de nos vies au temps du Covid. Un signe ne trompe pas, les ventes de canapés ont augmenté de 30% en un an. C'est le grand format, version 2 ou 3 places de ce 20h. Il est signé de nos rois de l'accoudoir, Cédric Puyot, Sébastien Boé et Valentin Casanova. Ah, fin de journée, quoi de mieux que de se poser sur son canapé. Depuis quelques mois, Caroline et Simon y passent beaucoup de temps. Se reposer, bien sûr, mais aussi télétravailler. Pour être très bien installés, ils ont hésité pendant plusieurs mois avant d'investir 2 000 € dans ce convertible en velours. Même si c'est un canapé très beau, si on n'est pas bien dedans... Il faut trouver le bon mix entre les attentes vraiment visuelles et la déco. Et en même temps, on passe beaucoup de temps quand même dans notre canapé. Du coup, si on ne se sent pas bien dedans, c'est un peu comme un lit, quoi. C'est super important, quoi. Comme eux, de plus en plus de Français, souvent confinés, changent leur vieux divan à la recherche du confort absolu. Un canapé assez grand parce que j'ai 3 enfants, aussi avec un accueil moelleux, confortable. Pour faire une sieste, regarder la télé, être bien. Depuis un an, les ventes s'envolent, plus 30%. Ce magasin d'ameublement a compris vos envies. Pour vous séduire, on expose les modèles les plus vendus dès l'entrée. Alors, dès qu'on entre ici, on a directement les canapés. Pourquoi ? Exactement, parce que c'est vraiment le cœur de la maison, la pièce à vivre, là où on se sent bien et ça marche bien. C'est important dans notre chiffre, donc c'est ce qui explique aussi son emplacement. Devant nous, plus d'une trentaine de références, du canapé en cuir, moins à la mode aujourd'hui, au tissu, en passant par le velours, très tendance. Et pour tous les budgets, de 200 € pour cette banquette sommaire, à près de 3 000 €. En moyenne, votre budget canapé est en hausse, 1 200 € pour un 3 places. La directrice du magasin nous invite à tester le très haut de gamme. Il y a un canapé modulable, alors dans une couleur que je souhaitais vous montrer parce que ça nous change un petit peu, multiples fonctions, les tétières qui se relèvent, etc. Ce qui fait le prix, en plus de la taille, c'est surtout cette assise électronique. En quelques secondes, elle se déploie pour une détente absolue. Mais avant d'acheter votre canapé, savez-vous où il est imaginé ? Pour le savoir, nous sommes invités dans cet atelier de conception. Donc avec des volumes d'assises qui sont vraiment très généreuses. Le confort, c'est votre premier critère de choix et ça passe par la recherche de la texture parfaite. Concevoir un canapé, même simple en apparence, nécessite jusqu'à 1 an de travail. D'autant qu'aujourd'hui, tout est personnalisable, coloris, taille, options en tout genre, 150 modèles commercialisés ici. Ça fait 5000 combinaisons possibles. C'est l'intérêt du canapé à la demande, c'est que vous pouvez avoir un canapé qui est complètement différent de celui de votre voisin. Mais il y a aussi une autre raison, plus commerciale. C'est très difficile en fait de stocker des canapés, ça s'abîme en fait très rapidement. Et nous on préfère finalement être réactifs et être au plus près de la demande de nos clients. Une fois dessinés, vos canapés sont fabriqués dans des usines comme celle-ci, près de Lille, dans le Nord. Tout est fait à la main et tout commence par la structure en bois. Il y a entre 10 et 20 pièces. Et plus il y a de bois, plus votre canapé est solide, plus il sera cher. En 40 minutes, voici la structure prête à recevoir la housse. Ici, on mise tout sur le savoir-faire. Dominique est couturière depuis 30 ans. Avec la multiplication des références, son métier a bien changé. Il faut retenir beaucoup parce qu'il y a énormément de modèles. Mais après, quand on a les bases, c'est que des détails qui viennent s'ajouter. Au départ, c'était tout simple, tandis que maintenant, c'est quand même... Quand on les voit finis, on est fiers de ce qu'on a fait. Cela fonctionne si bien depuis le premier confinement que le directeur a dû renforcer ses équipes. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, donc on a recruté une vingtaine de personnes déjà depuis le mois de septembre. Et on continue à être dans un processus de recrutement. Produire en quantité, mais qu'en est-il de la qualité de votre canapé ? Une fois fabriqué, votre canapé arrive ici, à l'Institut technologique national. Il va y subir une quinzaine de tests afin d'être estampillé norme française, gage de qualité. 24 heures sur 24 pendant 7 jours, ce canapé va subir une sorte de crash test, avec ses 100 kilos appliqués 25 000 fois sur chaque coussin pour vérifier l'assise. Des tests qui coûtent aux marques plusieurs milliers d'euros par modèle. Tous les produits sur le marché ne sont pas testés. Vous avez des produits avec des gros volumes, etc. et une sensibilité qualité du fabricant, de l'importateur ou du distributeur qui va s'assurer de la sécurité de ces produits avant de les mettre sur le marché, et d'autres qui prennent des risques.
Si aucune norme n'est donc obligatoire, certaines informations le sont, comme les matériaux qui composent la structure ou le revêtement, nécessairement mentionnés sur l'étiquetage. En cas de mauvaise surprise, sachez enfin que votre canapé neuf est garanti 2 ans en moyenne, 6 mois, pour un modèle acheté d'occasion en magasin. Comme tous les soirs, je vous propose d'assouvir nos envies d'évasion. Direction le Pays basque espagnol. C'est là, à 2 heures de route de la frontière française, que se trouve le village de Mundaka. C'est à la fois une magnifique réserve naturelle, le paradis des surfeurs et un haut lieu de la pêche artisanale. Si le village est également connu dans le monde entier, c'est aussi parce qu'il apparaît dans une série très célèbre. Reportage Victoria David et Julia Gardet. C'est un village de pêcheurs, devenu paradis pour surfeurs. L'une des plus belles vagues du monde, diront certains. Mais ici, il faut savoir sortir la tête de l'eau, lever les yeux. Au Pays basque espagnol, la côte de Biscaye a de nombreux secrets encore bien gardés. Le soleil se lève à Mundaka. Un spectacle rare commence. La vague est enfin là. On a le vent qui vient contre la vague et qui fait que la vague grossit et forme le tube. Aujourd'hui, on a toutes ces conditions qui font que c'est génial. Épidémie oblige, les surfeurs locaux sont les seuls à en profiter. Parmi eux, celui que tous surnomment El Abuelo, le grand-père. Craig Sage, 63 ans, est australien. Quel boulot! En 1980, il découvre Mundaka. C'est le coup de foudre. Ma mère me disait de finir mes études. Je lui ai dit je retourne à Mundaka une dernière fois et je ne suis jamais rentré. 40 ans plus tard, c'est un peu grâce à lui si la petite ville s'est fait une place parmi les grands noms du surf. Nous aussi, prenons la vague. Suivons-la jusqu'à ces bancs de sable marécageux où la mer et le fleuve se rencontrent. Il y a 2 cormorans aussi. Cormorans, cigognes, aigrettes, chaque année, des milliers d'oiseaux migrateurs passent l'hiver dans ces marais. Ils viennent chercher de la nourriture, la tranquillité. Mais ici, ils sont aussi à l'abri de beaucoup de prédateurs. Le site, classé réserve de la biosphère par l'UNESCO, est aujourd'hui menacé par le réchauffement climatique. Le monde se réchauffe et toutes les zones comme celle-ci s'assèchent. Imagine que cette réserve disparaisse. Les oiseaux n'auront plus d'endroit où s'arrêter. Laissons encore la vague nous guider. Prenons le large, là où elle puise sa force. Une balade en bateau rien que pour nous, le Pays basque espagnol est fermé aux visiteurs. Depuis la mer, la côte accidentée de Biscaye se dessine et dévoile des merveilles géologiques, comme ce rocher de 300 mètres de haut. Ce rocher a 120 000 ans. C'est une accumulation de coraux. Il y en a beaucoup dans d'autres régions, mais pas de cette manière, aussi spectaculaire. Un peu plus loin, faisons escale à Bermeo, un des plus grands ports de pêche du Pays basque. Au bord de l'eau, il y a comme un air de vie d'avant. Les restaurants sont ouverts pour les habitants du village. Nous, on aime beaucoup cette partie-là, regarde. Cette restauratrice nous initie à la cuisine locale, à base de poissons évidemment. Tu vois comme ça a l'air délicieux, ça c'est très très bon. Au menu ce midi, des tapas de maquereau, un poisson de saison. Tous nos produits sont locaux. J'ai la chance d'être à Bermeo et de connaître des produits que les gens ne connaissent pas. Reprenons la mer pour découvrir l'endroit le plus spectaculaire de la région. Un ermitage perché à 50 mètres de haut, relié à la côte par un long pont de pierre. Un lieu magique qui a servi de décor à la série américaine Game of Thrones. Impressionnant à voir. Depuis, des centaines de milliers de visiteurs affluent chaque été. Il y avait beaucoup de monde. Tellement de monde que les routes s'effondraient, on ne pouvait pas se garer. Et finalement, il a fallu restreindre l'accès au site. Des sites grandioses, mais fragiles.
Après la crise sanitaire, la région devra à nouveau protéger ces lieux exceptionnels du tourisme de masse. Et c'est l'heure bien sûr de répondre aux nombreuses questions que vous nous posez. Bonsoir Alexia Maillère. Bonsoir. Ce soir, vous vous intéressez, et nous avec vous, à notre vie quotidienne. Avec cette question tout d'abord, je dois aller à l'hôpital pour un examen ou une opération. Puis-je demander à être pris en charge par un soignant vacciné ? Dans les faits, oui, vous pouvez toujours demander à être pris en charge par un soignant vacciné, mais cela ne veut pas dire que l'hôpital pourra accéder à votre demande. D'une part parce que la vaccination n'est pas obligatoire pour les soignants et relève du secret médical, et d'autre part parce qu'eux aussi attendent leur tour pour être vaccinés. Autre question, des personnes de mon entourage privé ou professionnel sont positives au coronavirus. Comment savoir si moi, je suis cas contact ? Alors, pour être cas contact, il faut avoir été en contact, bien sûr, avec un malade sans protection, donc sans masque, et avoir été proche physiquement. Soit parce que vous vivez sous le même toit, soit parce que vous avez été en contact direct lors d'une conversation ou d'un flirt, par exemple, soit si vous avez partagé un espace confiné au moins 15 minutes lors d'une réunion, et enfin si vous êtes dans la même classe qu'un cas confirmé ou si vous avez prodigué des soins. Ça y est, j'ai tout compris. Enfin, Alexia, mes voisins organisent chez eux des soirées pour les jeunes, des teufs, bien après 18h. Ils font beaucoup de bruit. Les participants peuvent-ils recevoir une amende ? Alors, l'organisateur de la fête seulement, risque une amende pour tapage nocturne, 68 €, pas d'amende pour les autres participants, sauf s'ils ne respectent pas le couvre-feu et quittent donc le logement avant 6h du matin. D'accord, donc c'est une invitation à prolonger la fête. Merci beaucoup Alexia. Sur LCI, juste après ce journal, Julien Arnaud et ses invités reviendront sur les déprogrammations des opérations dans les hôpitaux en Ile-de-France sur le canal 26. Sur TF1, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivie de votre série excellente, Je te promets. Demain à 13h, vous retrouverez Marie-Sophie Lacaro. Je vous donne rendez-vous à 19h45 pour l'édition spéciale, à 20h pour votre journal. Excellente soirée à tous. Merci de votre fidélité. À demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.